Bonjour, shalom, assalamu alaikum, good morning, guten tag, et vous êtes les bienvenus au club de la presse de cette journée. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2019 et nous sommes au terme d'une activité, d'une semaine très riche en activités. Il y aura la diplomatie, la coopération, il y aura bien sûr le processus devant nous mener à l'élection du président de la République en 2020. Il y aura également des questions d'environnement et de proximité. L'économie même sera au menu et je compte sur les confrères d'être concis et nets dans leurs commentaires pour qu'on puisse aborder tous ces sujets, n'est-ce pas, Roland Gatoubé Ajaka? Bien évidemment, Sas. Bonjour et coucou à tout le monde. Merci Marc Abouflan de Élite d'Afrique. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les fidèles du Club de la Presse. Nous attendons deux autres confrères, dont Thierry Afanouké, qui s'annonce déjà dans ce studio. Et pour le punir, nous ne lui laissons même pas le temps de s'asseoir, nous lui tendons le micro. Thierry, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à toutes et à tous. C'est votre punition pour ce retard naturellement indépendant de votre volonté. Vraiment. Et nous attendons aussi un quatrième confrère. Mais nous allons démarrer en attendant avec cette pensée du jour que nous sommes allés puiser dans la vieille sagesse chinoise de Confucius qui écrit que qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. C'est une pensée du jour qui nous est inspirée par le docteur David Ekoudé-Iou. Chacun méditera sur cette pensée du jour. Je rappelle, celui qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain se trouve condamné aux soucis immédiats. Nous ouvrons cette émission encore par une page de nécrologie, c'est l'actualité et la confraternité qui nous le commande. Je ne sais pas si vous le connaissiez, parce que c'est un aîné. Il s'appelait Kojo Gonçalves, et Bernard de son prénom, Bernard Kojo Gonçalves. Il a été animateur de programmes sur Radio Lomé, sous l'ancien système RTNM Inter. Il a travaillé également à la TVT. Il était aussi un ethnologue, cinéaste. Et bien Bernard Kojo Gonçalves, après son travail sur les médias publics, est parti résider au Canada après un séjour en France et aux Pays-Bas. Il est retourné au pays et puis dernièrement, il a été fauché dans un malheureux et funeste accident de circulation à Alogavie, près de Kwesi. Eh bien, c'est ce week-end, Thierry Afanouké, c'est ce week-end que nous allons conduire à sa dernière demeure, l'aîné, le confrère Bernard Kojo Gonçalves. Oui, nous nous inclinons devant la mémoire de l'aîné. Nous demandons que la terre lui soit légère et que ses œuvres lui accompagnent. Je crois que nous lui avons emboîté le pas parce que c'est un aîné. Ils ont commencé avant nous ce métier noble et nous osons croire que nous allons réussir là où eux ils ont échoué. Merci, que le confrère Bernard repose éternellement en paix. Et nos pensées accompagnent également toutes les victimes d'accidents de la circulation, qu'ils soient fauchés par des vélos, des motos, des voitures ou des trains. Nous pensons à tout cela. Raison encore pour nous de faire attention quand nous sommes dans la circulation. Marc Abouflan. Oui, bien évidemment, de faire attention, surtout en ces périodes de fin d'année où chacun essaye d'aller vite, mais surtout c'est l'occasion pour moi, en saluant la mémoire de ces victimes,
d'accidents de la route, de demander à ces différents maires là élus de faire quelque chose pour les différents feux rouges au carrefour des villes de Lomé. Parce qu'il y a beaucoup de feux rouges qui ne sont pas fonctionnels et quand ils fonctionnent, ce sont les deux, rouge et vert, qui s'allument en même temps et des fois même l'ordre n'est pas respecté. Il faut véritablement revoir ça en ces périodes sensibles et propices aux accidents. Revoir les croisements, les feux tricolores, mais revoir également les passages à niveau, là où le train et la route se croisent, parce que il y a un drame qui est survenu dans la nuit du jeudi, du mercredi au jeudi dernier, et c'est le confrère, le Canard Indépendant, qui nous en parle. Le jeudi dernier, aux environs de 3 heures du matin, un jeune homme qui était sur sa moto, sur le boulevard de la Paix, au passage à niveau situé dans le quartier Super Taco, près de la direction générale de Mouve. Il a été happé et vraiment... les circonstances de sa mort doivent être horribles parce que si vous voyez la photo, l'envie vous passerait de manger de la viande. Oui, ce jeune homme. Je crois que juste après cet accident, je suis passé par là, il y avait un attroupement. Cela doit nous interpeller parce que lorsqu'on donne le signal pour le passage à niveau, nous les conducteurs, que ça soit à moto ou encore voiture, véhicule, nous sommes tentés de forcer le passage pour passer avant l'arrivée du train, ce qui n'est pas du tout conseillé, bien que des dispositions sont prises à ce niveau pour arrêter la circulation à un moment donné, ne serait-ce que 5 minutes. Je crois que après que le train serait passé, nous pouvons continuer la circulation, mais nous avons cette sale habitude-là de vouloir forcer le passage et voilà, c'est vite arrivé l'accident. Je crois que à partir de cet accident-là, nous conducteurs, nous devrons dorénavant veiller, une fois que le signal est donné, s'arrêter pour permettre au train de circuler et pour qu'on puisse continuer aussi nos routes. Et puis, il faut peut-être lancer un appel à Togo Rail parce que ce qui fait que les gens sont tentés de forcer le passage parce que c'est que des fois le train arrivé à ce niveau aussi tombe en panne. Et vous êtes là à passer des heures et des heures parce que la circulation est bloquée. Donc, il faudrait que eux aussi fassent des révisions pour le train. Merci aussi bien au passage à niveau que sur la route en général. Dieu seul sait si nous condamnons le retard, mais nous trouvons il vaut mieux arriver en retard, comme Thierry Afanouké, comme Olivier Adja, que plutôt que de ne jamais arriver. Attention dans la circulation. Eh bien, ce jeune homme tué par ce train, je disais tantôt que les circonstances de sa mort doivent être horribles, parce que quand vous voyez la photo, il n'était que ses restes ne sont que une masse sanguinolente, vraiment. Les âmes sensibles doivent se préserver de regarder ces images. Eh bien, de ce train qui a tué ce jeune homme, il y a autre journal, c'est le Panafricain qui nous parle de nos trains qui circulent dans la ville de Lomé. Vous voyez bien l'image. Et le Panafricain est écrit « Désastre environnemental à Lomé, les trains de la honte ». Un titre, le Panafricain dont l'article dit que la Blue Line de Bolloré est une véritable escroquerie qui passe très mal au Togo. Ces trains qui avaient été inaugurés en grande pompe par le chef de l'État en personne, c'était en 2014. Et le Panafricain écrit qu'il est anormal, voire scandaleux de constater que ces trains de Bolloré polluent sauvagement l'écologie par ces émissions massives de fumée. Roland Dajaka, je présume que vous avez vu une fois ces trains passer sur le rail. Nous en avons parlé et j'avais surpris au niveau du carrefour d'Idjolé et à Tikoumé d'Idjolé, en allant à Tikoumé d'Idjolé. Et j'avais pris les photos, j'ai même pris une vidéo où moi aussi j'avais attiré l'attention là-dessus. C'est un fait. Et il faut prendre des mesures parce que les fumées noires qui se dégagent
Ça indispose d'abord la circulation et ça a un coût pour l'environnement. Donc, il vient juste de nous supporter le journal parce que chaque jour on en parle et on dénonce. Eh bien, c'est très de la honte qui passe à Lomé alors que cette semaine, il se déroule à Madrid, en Espagne, la COP 25, un sommet mondial au cours duquel on se porte au chevet du climat de la Terre. Je présume que le Togo a envoyé une délégation officielle à la COP 25, comme nous avons été présents aux différentes COP. Roland, vous avez été à ces instances-là. Alors, comment comprendre que le Togo officiel participe au COP, où on parle de climat, de l'environnement, et que le même Togo laisse circuler ces trains dont nous parlons actuellement? Ça, aujourd'hui, les questions environnementales sont devenues très importantes et ça interpelle tout le monde. Ce sont des efforts que nous devons faire. Parce que au niveau mondial, au niveau national, et ce sont des actions et des engagements que nous avons pris des engagements, nous devons les traduire au niveau national. Je rappelle que le chef de l'État a fait un coup de gueule cette semaine et il y a une partie du Fonds monétaire international et lors du sommet développement durable et la dette, cette histoire de dette. Et il a dit quelque chose qui est très important que nous devons savoir. Quand il a dit, on nous demande de faire des efforts, mais au niveau, en ce qui concerne, moi je prends juste la partie qui m'intéresse, à ce qui concerne les questions du climat, il y a que des conférences, mais le reste revient au niveau national. C'est-à-dire, quand il y a des sanctions, ça revient au niveau individuel. Il a dit quelque chose de fondamental. Et nous devons savoir aujourd'hui que, quelles que soient les questions environnementales, que ce soit, ou carrément, je reviens sur le climat, la question de climat est devenue un enjeu géopolitique. Et toutes ces conférences que vous voyez, toutes ces rencontres assises que vous voyez, ce sont des négociations entre les États. Et ce sont des questions géostratégiques qui a une place centrale au niveau de l'économie mondiale. Donc tous les pays ont des obligations, des engagements. Mais demandez-moi pourquoi les engagements pris ou bien reçus lors de ces assises n'arrivent jamais à se traduire dans les faits. Aujourd'hui, nous devons travailler sur ce côté-là. Les assises, oui. Il y a beaucoup, par exemple, j'ai assisté à beaucoup de rencontres internationales. La question de la COP, beaucoup disent aujourd'hui, ça ne vaut plus la peine parce que les gens vont là-bas, c'est pour le tourisme ou bien c'est du folklore. Mais ces assises sont très importantes parce que ça parle des questions de survie de la planète. Vous n'êtes pas sans savoir, bon, je prends juste les dernières semaines au Togo, il a fait extrêmement chaud. Il fait d'ailleurs extrêmement chaud. Et ajouter avec ces actes que nous voyons, inciviques et surtout éco, qui n'est pas éco-citoyen, ces fumées, ces trains qu'on laisse passer, on ne réglemente même pas notre circulation. Les véhicules qui sont arrivés, même s'il y a des traités, des choses prises au niveau législation, mais ne sont pas respectés. Ce sont des questions fondamentales et je rappelle, c'est un enjeu majeur de la géopolitique et tous les États ont leur part de responsabilité. Merci. Pendant que nous laissons passer les trains de la honte, comme l'écrit le panafricain, le Togo officiel est à la COP 25 à Madrid, tout comme cette semaine. Nous abritons la 55e session du Conseil international des bois tropicaux. Vous avez suivi la cérémonie inaugurale avec le ministre de l'Environnement, David Oladokoun, surtout le Premier ministre, Dr Klassou, qui ont fait de beaux discours, pris des engagements. Et le Canard indépendant s'en inspire, se demande comment développer davantage le secteur forestier et l'agroforesterie nationale. Olivier Adja, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bien habillé avec un habit richement brodé, ça vous donne encore l'engagement d'être à l'heure. Oui, bien sûr. Merci. Nous sommes aussi richement brodés nous-mêmes dans la tête et dans le corps. Maintenant, ces questions d'environnement, les bois tropicaux, la COP, et puis les trains de la honte, et puis les autres comportements que Jatoubé a qualifiés d'inciviques et dont nous sommes nombreux à être les auteurs. Non, je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est le train de la honte. Parce que, imaginez que on est aujourd'hui au 21e siècle.
Et à Lomé, dans la capitale du Togo, on voit des trains qui datent du 2e, du 3e siècle de notre ère circuler sur nos routes, sur nos rails. Je crois que les rares rails que nous avons aussi, parce que ça se compte maintenant sur les bouts du doigt de la main. Et je crois que d'abord, c'est la première honte. La deuxième honte, c'est la fumée que ces trains dégagent. On a parlé de Bolloré, on peut parler de Togo Rail. Quand vous voyez ces trains, je crois que la fumée qu'ils produisent par jour, c'est la fumée des 7 millions de Togolais qu'on peut produire par an. Et ça... Je ne sais pas sur quoi vous basez vos calculs, Olivier. Non, à vue d'œil, on peut le savoir. À vue d'œil, on peut le savoir. Et de trois, c'est que ces trains transportent parfois du clinker. Et c'est ce qui m'inquiète, c'est que vous voyez, ils dispersent du clinker sur toute la route. Et cette poussière-là, nos engins passent sur ça et nous les respirons, ou du moins ceux qui circulent les respirent. Oui, ceux qui sont à moto, ceux qui sont à pied, ceux qui sont à vélo, même à voiture, et ceux qui habitent le long de ces rails-là. Absolument, c'est dans leurs poumons que ces produits, parce que ce sont des produits transformés déjà. C'est du clinker dans la circulation. C'est du clinker transformé avec des produits chimiques que ces trains-là transportent et qui déversent sur la voie et nous les récupérons dans nos poumons. Donc vous comprenez que c'est plus grave que ce que nous pensons. Mais il y a les structures qui se chargent de l'environnement, de la protection, même l'air que nous respirons. Parce que dans certains pays, chaque jour, il y a des mesures. Et on vous dit, dans cette zone, quand vous allez, l'air est pollué, ça a une teneur en plomb, et on vous détaille la teneur de l'air, mais on ne le fait pas dans notre pays. Donc on se demande si ce ne sont pas les causes des décès prématurés de nos frères, de nos sœurs. Merci. Nous nous en inquiétons et nous renvoyons ces questions au gouvernement, mais aux ONG en charge de l'environnement et autres spécialistes. Je vais ajouter quelque chose. Ajouter. Quand on parle de questions environnementales aujourd'hui, les gens pensent que l'environnement, c'est comme dans le temps passé où on dit tout ce qui nous entoure et puis ça s'arrête là. C'est devenu des enjeux. Et qui est au centre de tous les enjeux du 21e siècle. Vous savez, le PND. Normalement, le PND, avec tous les axes, on devait faire une analyse d'impact environnemental, une analyse stratégique d'impact environnemental. Ce qui veut dire, chaque secteur, les 3 grands axes de PND, chaque secteur, tous les projets qu'on va implémenter dans le PND, on doit voir comment un projet a impact, a l'effet sur l'environnement. Ce travail n'a pas été fait. Peut-être que ce travail n'a pas été fait. Ce travail n'a pas été fait. Non, dans l'élaboration déjà. J'ai travaillé sur un document. Pardon. J'ai travaillé sur un sujet avec Climate et Green Foundation, China Green Foundation, quand j'étais en Chine, avec Belt and Road Initiative. C'est un projet qui regroupe la ceinture de la Chine, que la Chine veut, la route ceinture là. Les nouvelles routes de la soie. Mais à côté de ça, ils ont élaboré un plan stratégique d'impact environnemental sur lequel j'étais partie travailler. C'était comme ça. Normalement, tous les plans doivent avoir une étude pour savoir, même si c'est dans la numérique, c'est-à-dire le numérique, tout ce que nous voulons, les hubs, tout ça là, ils ont toujours un impact environnemental. Mais ce sont des choses qu'on banalise, mais qui sont essentielles pour l'économie d'un pays. Merci. Marc Abouflan, c'est le sujet là. Vous savez, le train de Bolloré, je dis encore une fois que c'est le train de la honte. Pourquoi? Vous savez, le premier jour même où le chef de l'État a fait démarrer ce train-là, le train a eu une panne avec le chef de l'État à bord. Rappelez-vous. En route. C'est une question de sécurité nationale. Et donc, c'est compréhensible que plus de 4-5 ans après, qu'on n'ait même ni les rails, première chose, ni les fameux trains qui doivent passer dessus. Maintenant, pour Togo Rail, qui est quand même une des sociétés, une des plus grandes entreprises du pays, avec ce clinker-là extrait, à mon avis, gracieusement dans notre pays et envoyé hors des frontières, on ne peut pas tolérer qu'on mette sur nos trains. Je ne vais plus décrire tout ce que ça fait comme train, mais c'est des trains même des fois
qui vont, je ne sais pas, mais je pense même que ceux qui marchent vont plus vite que ces trains-là. Ceux qui sont à pied. Oui, quand ils sont chargés. Et parce qu'ils ne vont pas vite, ils produisent encore beaucoup plus de fumée qu'il faudrait. Et c'est là qu'il faut interpeller l'ange. Parce que ça fait des années et des années qu'on en parle. L'ange qui est censé protéger l'environnement, l'ange est là, silence radio. Les ministres de l'environnement se succèdent, silence radio. Le ministre de la Santé est là, silence radio, alors que notre code de la santé publique interpelle le ministre sur ce genre de questions. Sur la pollution de l'air. Je sais que l'ange, il y avait une délégation, une mission qui était arrivée pour l'Alliance de pollution de l'air ici. Ils ont commencé. Mais ce sont des choses vraiment à prendre à cœur. Il faut et sur lesquelles il faut travailler. Les gens doivent travailler. Merci. Pour terminer, c'est une particularité vraiment spéciale. Des trains à 2 locomotives. Je ne sais pas si ça existe dans un autre pays. J'ai un voisin qui dit que le Togo produit des serpents à 2 têtes en se référant à ces fameux trains. Eh bien, passons maintenant à la diplomatie. Cette semaine a été très riche pour le chef de l'État. Il a commencé par 2 rencontres internationales à Dakar. Il est revenu pour recevoir les lettres d'accréditation de 6 ambassadeurs envoyés ici chez nous. Et depuis hier, il a accueilli le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et le président donc sud-africain qui a un agenda chargé. Et il devrait se rendre hier soir. Il a été l'objet d'un dîner au palais de Lomé. Ce matin, il devrait se rendre au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, au camp militaire de Adidogomé. Il devrait également visiter Lomé Conteneur Terminal. Et c'est justement ce qui nous intéresse, parce que depuis quelques semaines, des journaux s'intéressent à la société Lomé Conteneur Terminal. Dans sa parution du 4 décembre dernier, Vox Populi écrivait « Au secours à Lomé Conteneur Terminal remercie ses employés malades par des licenciements ». S'écrivait ce journal Vox Populi qui écrit que des ouvriers travaillent jusqu'à 12 heures d'affilée sans prime. Je cite l'article de Vox Populi. Des gens qui travaillent 12 heures d'affilée, debout, sans prime. D'autres encore qui travaillent 4 heures cumulées sur une grue. D'autres encore qui passent 8 heures sans interruption sur des machines qui détruisent leur santé, notamment par les maux de dos, de côte et de reins. Ça, c'est Vox Populi dans sa parution du mercredi dernier. Mais quelques semaines avant, la semaine dernière plutôt, c'était la manchette qui écrivait déjà, la manchette qui parlait de cette société et qui écrivait, le temps que je trouve cet article, oui, la manchette qui en date du 27 novembre écrivait « Lomé Conteneur Terminal, le ver est dans le fruit, Mohamed Fawzi ou l'âme d'un intrigant ». Et avant encore, c'était déjà le 21 novembre dernier, quand un autre journal, le Panafricain, titrait « Lomé Conteneur Terminal, le pharaon Mohamed Fawzi qui érige un enfer au sein de la société ». Et Thierry Afan, que j'ai lu également une dépêche sur Lomé Conteneur Terminal sur votre lien. Oui, vous savez que Lomé Conteneur Terminal est un joyau pour notre pays. La preuve... le président de la République, Faure Gnassingbé, va faire visiter ce terminal aujourd'hui donc à son homologue sud-africain. Seulement que ce qui se passe sur ce terminal laisse à désirer. Voilà, depuis Mohamed Fawzi, il est là, du côté de la technique de ce terminal-là. Ça fait un peu plus d'1 an et demi et il est en train de s'aborder tout ce qui a été fait
jusqu'à aujourd'hui sur ce terminal-là. Vous savez, Roland parlait tantôt du PND et l'axe 1 est consacré, ou du moins veut faire de Lomé ou du Togo un hub logistique, et depuis un certain temps les autorités se sont investies ou ont permis des investissements étrangers pour le développement de notre port. Maintenant, si ces étrangers ou ces fonds étrangers ont été investis et que l'État a fait des concessions de gestion des parties du port à des sociétés, à des entreprises étrangères, il faudrait que ces entreprises-là puissent exercer en tenant compte du code du travail du Togo. Depuis que cet Égyptien il est là, il a fait feu de tout bois pour écarter les Togolais de la gestion du terminal. Il a fait résilier des contrats à des sociétés qui étaient sous-traitance avec le terminal, et il réattribue ces contrats-là à des sociétés dont lui-même il est là, il tire les ficelles. Donc, dans ce que nous avons eu à dénoncer ou à publier sur le www.gapola.net, nous avons eu à dénoncer cet état de choses-là. Il ne faudrait pas que nos autorités cèdent seulement des parties stratégiques ou cèdent le port à des sociétés, concèdent des parties à des sociétés étrangères et ne surveillent pas ce qui se passe. Donc c'est très important. C'est seulement au Togo où des étrangers sont rois et on bafoue le droit des autochtones, des Togolais que nous sommes. Et l'État togolais est là, ne dit toujours rien. L'autre dirait qu'il n'y a pas de hasard, et c'est pendant que Faure Gnassingbé amène son hôte de marque, Cyril Ramaphosa, visiter le même conteneur terminal que nous animons cette émission. Je ne sais pas si les ouvriers auraient le courage d'exprimer leurs préoccupations. Vous savez comment ça se passe, on va les éloigner très 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 loin de cette visite. La presse fait le porte-parole des conditions de travail dans cette société. Oui, Olivier? Pas seulement dans cette société, mais dans plusieurs sociétés de la place. Et on a l'impression qu'on est encore au siècle dernier. Et vous lisez, je crois, un poème de Victor Hugo qui s'appelle Mélancolia. Et il se pose la question de savoir où vont tous ces enfants, dont un seul ne rit. Des enfants qui travaillent, qui sont broyés par des machines. Et aujourd'hui, les gens ont commencé à être broyés par les machines, par le travail qui représente, le monde du travail qui représente une grosse machine. Dès leur enfance et jusqu'à l'âge adulte, ils continuent par être broyés, et par d'abord les salaires qui sont faits, mais aussi par les conditions de travail. Dans notre pays, on a des lois sociales, on a donc un code du travail, on a des lois qui protègent les travailleurs, mais on n'a pas des fonctionnaires qui sont prêts à se lever contre certains employeurs véreux, certains employeurs qui sont cyniques et qui veulent plus de bénéfices qui donnent plus la valeur aux bénéfices que à la vie humaine. Merci. Nous parlons aujourd'hui de le même conteneur terminal, mais toutes ces sociétés dont les prestations sont concédées sur 25-30 ans, toutes les usines, toutes les sociétés installées dans la zone franche dont nous parlons souvent. Et comme nous revenons encore au PND avec son axe 1 qui veut faire de Lomé une plateforme stratégique, des opérateurs économiques vont s'installer chez nous pour réaliser cela. D'accord, mais quelles sont les conditions de travail qui sont faites aux travailleurs locaux? C'est notre préoccupation. Nous y reviendrons à chaque fois que de besoin. Marc Aboflan? Vous savez, il y a un véritable problème dans les entreprises dirigées par les Maghrébins et les Libanais. Dans ces sociétés-là, les conditions de travail dans lesquelles nos compatriotes vivent sont des plus délétères qui existent. Et puis, l'autre préoccupation, c'est que malgré tout l'arsenal juridique que nous avons, nos inspecteurs du travail n'ont pas les moyens
la force de coercition qu'il faut. Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens ou sont plutôt complices de ce que vivent? Je vais terminer. D'abord, ils n'ont pas les moyens parce que aller leur rendre visite dans leurs locaux, ils n'ont même pas de siège. Ils n'ont même pas de photocopieuse pour imprimer des documents et tout. C'est ça aussi. Et ils n'ont pas de véhicule pour aller faire les inspections. Et quand des fois ils vont faire les inspections, des fois ce sont ces chefs d'entreprise là qui sont obligés de payer ou en tout cas de déplacement, de les aider à venir faire ces inspections. Et puis au-delà, il n'y a rien aujourd'hui qui constitue une force de coercition des inspecteurs par rapport aux entreprises. Des inspecteurs invitent des chefs d'entreprise, les convoquent, ils refusent catégoriquement, mais les inspecteurs ne peuvent rien aujourd'hui contre eux. C'est ça aussi, cette impuissance. Et au-delà, mais de l'AX 1 dont vous parliez tout à l'heure, dans ce cas, il faut donner le force à la PND, loi, parce que le quand vous Thierry, Olivier a déjà dit, nous avons un bel arsenal. Mais qu'est-ce que nous en faisons dans l'application? C'est la question. Et puis au-delà de l'axe 1 du PND, il ne faut pas oublier que le PND c'est 3 axes. Et l'axe 3 parle de l'inclusion, parle du bien-être social des individus. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de crier on crée 50 000 emplois, on crée 100 000 emplois, alors que derrière ces emplois-là qui sont créés en réalité, c'est la misère, c'est la chimère. Merci. On va terminer rapidement avec cette dernière information économique. Il s'agit de Togocom, qui a été privatisé. 51% au moins à des actionnaires étrangers qui ont déjà nommé leur nouveau directeur général. Dieu seul sait comment Tchadeji Afo est parti. Eh bien, deux journaux nous parlent de Togocom aujourd'hui. D'abord, l'alternative qui se pose la question, comment Togocom va-t-il payer les milliards de dettes à ses fournisseurs? Ça, c'est une interrogation. Et puis, l'un des produits que nous sert Togocom, pas Togo Cellulaire, c'est le service T-Money. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire une opération par T-Money ces derniers temps. C'est vraiment la croix et la bannière, ce qui amène le confrère Courrier de la République a écrit service T-Money de Togo Cellulaire, simplement un attentat contre les droits des consommateurs, écrit Courrier de la République. Eh bien, si vous avez à faire une opération T-Money, Olivier Adia, vous savez, il faut avoir une patience de dromadaire. Oh, une patience de Dieu plutôt, parce que Dieu est très patient, vous savez. Et sinon, vraiment, ce service qui est fourni par un opérateur de téléphonie mobile qui est censé donc fournir un service de qualité. Et qui aime se faire appeler le leader. D'accord. Mais ce service est vraiment désagréable. Et ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis des mois que le service T-Money a des soucis. Ils ont un concurrent sur le marché, je ne vais pas donner son nom, mais dans le service passe mieux que le service concurrent, est nettement meilleur. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est parce que voilà des employés sont mécontents, ils ont un peu bidouillé. Oui, c'est possible, hein, tout est possible. Ils ont un peu bidouillé certains appareils. Ou c'est parce que les nouveaux venus veulent voir dans tout et dans rien. Et que ce service-là fonctionne. Mais c'est un service qui est du mobile money, c'est-à-dire qui est dans les finances et qui doit être proactif. Donc, lorsque vous avez un problème et que vous avez un compte T-Money, vous ne pouvez pas être satisfait. Il y a un confrère aujourd'hui qui témoignait que depuis hier, nuit à minuit au-delà, son compte Cash Power est fini. Et pour charger ça, je crois qu'il a passé la nuit dans l'obscurité, mais avec les moustiques et la chaleur qui l'accompagnaient. Donc, parce que tout simplement le service T-Money ne marchait pas. Il ne marche pas plutôt. Il faut plutôt lancer un appel à monsieur Alazar pour qu'il puisse, le nouveau directeur général, bien sûr, pour qu'il puisse relever le défi, parce que ils sont venus pour faire mieux que ceux qui étaient là. Mais si déjà à ce début ils nous offrent cette piètre prestation après leur arrivée fracassante, alors là je crois que ils auront les Togolais sur leur dos. Merci. Et pour terminer, je ne me rappelle plus quel journal, mais un confrère titrait que Togocom a 5 ans pour faire arriver la 5G chez nous. Peut-être que quand la 5G sera là, les problèmes de T-Money seront terminés. Et on va terminer les informations brèves rapidement avec Arakiri. Olivier Adja, votre journal écrit
qu'il n'y a plus de jeunes filles à Lomé. Oui, mais vous-même, vous le savez. Ah non? bon? Vous le savez, vous le vivez chaque jour. Il y a plus. On a dit qu'il n'y a plus de jeunes filles à Lomé, il n'y a que des filles mères. C'est-à-dire, même lorsque vous voyez une fille déjà à 15 ans, quand vous fouillez bien, elle a déjà un de retenu ailleurs. Et je dis à certains enseignants qui continuent pas à frapper leurs jeunes filles des classes de CM1, CM2, qui ont 15 ans, il faut savoir que vous frappez des mères de famille, des pères de famille, sans le savoir. Donc, on a fait une enquête et on s'est rendu compte que les jeunes filles se comptent sur les doigts de la main, c'est très rare. C'est pas vrai. Bon, je ne sais pas si vous savez que Harakiri, c'est un journal qui se veut humoristique. Alors, je ne sais pas si c'est une information une information réelle. Bon, donc, C'est un fait, ça. C'est un fait. C'est un fait de société, mais il n'y a plus. Je ne suis pas d'accord. Il y a des jeunes filles à Lomé. La preuve, c'est vous. Moi-même, oui, parce que j'ai pas encore d'enfant. Merci. Ça, c'était un peu pour détendre l'atmosphère. Un mot sur Togocom par rapport à ce qu'écrivait l'alternative. Elle parlait de dette, mais malheureusement le communiqué Togocom nous doit nous. Ah oui, il faut introduire les factures. Malheureusement, le communiqué qui a été rendu public après la session, oui, des 51%, on ne nous a pas dit que c'est une société qui doit ou qui a des dettes. Est-ce que vous avez eu accès aux documents? C'est l'actif et le passif qui a. Comment tu veux pas croire que Togo Télécom est l'une des sociétés les plus endettées du Togo? Moi, je m'appuie sur ce qui a été présenté. Par qui, où? Le communiqué officiel. Non, le communiqué n'a pas besoin de dire que le Togo Télécom n'était pas endetté. On n'a pas besoin de Écoutons Thierry. Donc, aujourd'hui, quand on nous parle de dette, ça devient inquiétant. Tout cela m'amène à dire que c'est là où on devrait rendre public le contrat, en fait, pour qu'on puisse savoir tout le processus qui a conduit ou qui a abouti à cette privatisation-là. Donc, vous voyez que nous avons de beaux jours devant nous, et du jour au lendemain, on nous dira que voilà, c'est telle dette, hein, que on a découvert. Merci. Les auditeurs savent déjà que dans environ 22 minutes, à partir de midi, ils pourront entrer en ligne sur les deux numéros 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Vous devez avoir beaucoup de sujets qui vous intéressent avec tout ce qu'on dit jusqu'à présent. Et nous passons maintenant dans notre feuilleton quotidien, élection de président de la République en 2020. Tout se précise. Commençons par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier, sur lequel reviennent abondamment beaucoup de journaux, dont Togo Matin qui titre « Présidentielle 2020, le Conseil des ministres convoque le corps électoral et la date du premier tour est fixée au 22 février 2020. Ce sera un samedi. » Togo Réveil, lui, écrit à la page 2, premier tour de la présidentielle fixé au 22 février 2020. L'État qui va accompagner les candidatures à hauteur de 500 millions de francs CFA, c'est pour soutenir la campagne des candidats. Autre journal, c'est Canal D qui titre lui aussi à la page 2, les grandes décisions du Conseil des ministres. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 22 février 2020 et les candidats devront s'acquitter d'une caution de 20 millions de francs CFA. Et le Canard indépendant qui nous donne toutes ces informations reproduit donc les réactions de certains candidats dans ces colonnes. Eh bien, Macaboflan, le Conseil des ministres qui a pris des décrets hier qui convoque le corps électoral pour le samedi 22 février prochain, qui fixe la caution pour les candidats à 20 millions de francs CFA et qui précise que l'État va accompagner la campagne à hauteur de 500 millions de francs CFA selon des critères de répartition. C'était prévisible parce que conformément à la Constitution et à la loi électorale, le gouvernement devrait
devrait convoquer le corps électoral dans une période de 60 à 75 jours avant la fin officielle du mandat du chef de l'État. La Cour constitutionnelle l'a rappelé dans un communiqué récemment et nous savons tous que la CENI est à pied d'œuvre. La preuve, la fin dernière de la révision de la liste électorale et donc cette convocation du corps électoral et les principaux décrets, notamment aussi le décret portant ouverture de la campagne, le décret portant fixation de la caution et du financement de la campagne étaient attendus. Maintenant, moi, je suis déçu sur un certain nombre d'aspects. La première, c'est le montant du cautionnement de la campagne, parce que avoir ce qu'on a entendu, laisse-moi terminer s'il te plaît, avoir ce qu'on a vu, entendu, ces derniers jours sur les réseaux sociaux, en tout cas, et également un peu partout en ville, et tous ces candidats-là. Vous savez que pour ce qui concerne les réseaux sociaux, ils constituent une source inestimable d'informations, mais il faut les prendre avec les pincettes. Mais pour les informations que j'ai eu à vérifier en tant que journaliste, nous avons à date 12 candidatures déjà déclarées pour ces élections-là. On sait également que la liste va certainement se rallonger. J'espérais que le Conseil des ministres allait prendre ses responsabilités et augmenter de manière conséquente le cautionnement pour participer à ces élections-là, parce que puisque le cautionnement est remboursé pour les listes sérieuses qui ont plus de 5% après les élections, et donc augmenter de manière sérieuse pour que, comme disait quelqu'un hier, tous les clowns ne se présentent pas à cette élection. La seconde, c'est sur le montant du financement de la campagne électorale. C'est vrai que c'est prévu que le gouvernement devrait financer cette campagne. On a vu de par les années passées, c'était 400 millions. Pourquoi cette année? Peut-être parce que c'est 2 tours, ça passe à 500 millions. Mais je pense que c'est tout ça aussi qui donne envie aux clowns, à ces clowns-là, de vouloir aller à cette élection. Du respect. J'ai beaucoup de si l'un de ces candidats venait à être élu, je ne voudrais pas être à votre place. Permettez-moi de m'expliquer. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes-là qui veulent briguer la magistrature suprême. Je pense que c'est le droit de tout citoyen. Et moi-même, si je respectais les conditions, pourquoi pas? Je pense même que je suis plus populaire qu'un certain nombre d'entre eux et que je pourrais valablement briguer. Mais je pense que la fonction présidentielle est quand même quelque chose de sérieux. Et pour aller vers cette fonction-là, il faut des gens qui soient très sérieux. Merci Olivier Adja. S'il y en a des gens qui doutaient encore, depuis hier soir, ils sont fixés. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le samedi 22 février. Les candidats devront s'acquitter d'une caution de 20 millions de francs CFA et ces candidats qui vont se répartir l'accompagnement de l'État à hauteur de 500 millions de francs, encore selon des critères. Eh bien, comme je le disais dans mon sous-titrage, tout se précise pour cette élection présidentielle. Absolument. Et je crois que j'ai une série d'observations, peut-être deux. Et la première, c'est que le gouvernement a fait son travail. C'est à lui de fixer l'opinion. C'est à lui de fixer les Togolais d'abord sur la date de l'élection du premier tour. Parce qu'on a précisé le premier tour. Peut-être ils n'ont pas précisé le deuxième tour. Mais peut-être qu'il y aura un deuxième tour. Ils se disent qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Non, le code électoral définit de toutes les façons, je sais. J'aurais aimé qu'on précise en même temps. Non. D'accord. On ne peut pas préciser. Le gouvernement précise aussi d'abord le montant du cautionnement et le montant que l'État va débloquer pour accompagner les candidats. Donc c'est chose faite et tout le monde est fixé. Maintenant, lorsque vous n'avez pas besoin d'être mathématicien avant de savoir que avec le nombre de candidats que nous avons actuellement, si on va partager les 60% des 500 millions en fonction du nombre, c'est-à-dire de la douzaine, certains iront et s'en sortiront avec 15 et 18 millions, alors que le cautionnement va coûter 20 millions. Donc tous ceux qui se sont positionnés en changeant d'activité, en devenant commerçant, ils vont commencer à pas être déçus. Vous allez voir dans les jours à venir que certains vont commencer par dire non, ils n'ont plus, ils vont trouver des arguments pour se retirer de cette galère, parce que ça serait vraiment de la galère que vous allez.
il y a certains parmi eux, mon confrère a utilisé le mot clown, d'accord? Moi, je dis pas que tous les candidats qui sont là sont des clowns, ni des plaisantins. Mais il y a un ou deux, dont la VAR d'Afripresse, quand vous voyez le journal, il y a la VAR que nous avons utilisée et qui a capturé, donc, la gueule et le visage de certains qui sont vraiment des plaisantins. Donc, c'est sûr et certain, évident que ceux-là, avec l'annonce du gouvernement, hier, n'iront pas à cette élection parce que dans leur démarche, c'était des calculs mercantiles. Maintenant, tout est clair, c'est qu'ils ne feront pas du business avec cette élection présidentielle. Le gouvernement l'a décidé ainsi. La deuxième observation, c'est que ça me déçoit en même temps un peu. Parce qu'une élection présidentielle, c'est d'abord des moyens importants. Et des gens utilisent jusqu'au milliard et au-delà. Donc, quand vous faites la comparaison avec ce que le gouvernement met et ce qu'une campagne normale présidentielle peut coûter, je crois que il n'y a pas, la proportion n'est pas assez importante. Donc, c'est cela qui me déçoit un peu. Ça veut dire que ça va pénaliser les plus sérieux, puisqu'ils auront peut-être besoin d'un soutien plus important pour pouvoir y aller. Le gouvernement l'a fait certainement pour dissuader les aventuriers, mais en même temps, ça risque de frapper tout le monde. Merci. Mais pour ce qui est de la pour ce qui est de la candidature, à l'exception de Jean-Pierre Fabre de l'ANC et de Gabriel Agbemi Kodjo de MPDD qui ont été investis solennellement par leur parti. Il y a le net aussi. Le net aussi, oui, directement aussi a été investi. Les autres, ce ne sont que des déclarations de candidature. De toute façon, tout cela va être formalisé quand la CENI va ouvrir, va lancer l'appel à candidature et qu'ils vont passer devant la CENI et que la Cour constitutionnelle retienne définitivement ceux pour qui nous voterons le 22 février prochain. C'est à préciser. Oui, Thierry? Oui, vous savez, le gouvernement ne pouvait pas proposer mieux que 500 millions, un demi-milliard, parce que vous savez que dans l'intervalle d'un an, c'est trop même. Dans l'intervalle d'un an, nous sommes en train d'organiser 3 scrutins. Et il faut voir toutes les dépenses liées à l'organisation des élections. Alors que au même moment, nous avons des difficultés pour mobiliser les ressources internes et externes pour pouvoir arriver au niveau de notre budget. Vous voyez un peu. Donc, ceux qui voulaient faire de ces élections un fonds de commerce, je crois qu'ils ont été servis hier. Il y a le confrère Courrier d'Afrique qui titrait ce matin candidat mercantile s'abstenir. Donc, le message est clair. Même pour les 20 millions en question, il faut avoir les moyens ou je ne sais pas, pour mobiliser cela. C'est aussi c'est pas aussi faux. Non, quand même. c'est pas. Et puis même la visite médicale, tout ça là, il y a des dépenses liées pour être candidat. Donc on a sifflé la fin de la récréation. Peut-être que c'est UNIR qui va se prononcer par rapport à son candidat. Comme Olivier l'a dit, il y aura des désistements. Certains qui se sont prononcés vont peut-être rallier d'autres candidats ou appeler les Togolais à opter pour un candidat donné. Donc l'horizon s'éclaircit. Maintenant, tout est mis en œuvre pour que nous allons donc à ces élections. Il reste aussi la CENI, à ce que la CENI puisse nous situer sur le corps électoral, parce que le recensement est terminé seulement le lundi. Donc il faut voir et enlever les doublons et tout pour qu'on soit situé sur combien de Togolais auront la possibilité de voter le 22 février. Je crois avec la sortie le week-end du ministre Barra concernant les questions de réforme avant le scrutin, je ne sais pas si avant
le 22 février, quelque chose serait fait dans ce sens-là. Sinon, l'opposition attend toujours à ce qu'on puisse avoir une recomposition de la Cour constitutionnelle. Merci. Alors, Olivier Adja, le gouvernement convoque le corps électoral pour le 22 février prochain. Mais quelqu'un m'a fait la réflexion ce matin si le gouvernement a une idée claire du corps électoral qui est convoqué aux urnes le 22 février. Bon, je ne saurais le dire, mais on sort d'un recensement de 3 jours. D'une révision. Bon, d'une révision plutôt de 3 jours. On avait déjà une liste électorale qui a servi pour les élections de législatives de décembre, je crois, 2018, et aussi les élections locales. Donc, déjà, on peut dire qu'on a un fichier. Et le corps électoral, c'est quoi? Je crois que c'est tous les Togolais qui sont en âge d'abord de voter et qui remplissent les conditions. Donc, si le gouvernement dit qu'il convoque le corps électoral, si vous êtes concerné, vous savez que vous irez. Mais si vous ne remplissez pas les conditions et vous allez dans les urnes, vous allez être arrêté, puni. Donc, je crois que le corps électoral, on n'a pas besoin de le démontrer ou de faire des formules mathématiques avant de le trouver. Ce sont des Togolais qui sont en âge de voter et qui remplissent les conditions, qui ont leur carte d'électeur, qui se sont recensés et qui existent dans la liste actuelle pour voter. Donc voilà l'idée que moi je me donne du corps électoral, et je ne sais pas si il y a une formalité à remplir avant de parler de corps électoral ou de convoquer ce corps. Merci. Juste rappeler que hier même, nous avions l'honneur de recevoir à ce plateau l'un des membres de la CENI, Monsieur Urobossi Chakondo, qui nous a dit que les opérations ont fini juste le lundi et qu'ils en sont à faire les recoupements jusqu'à enlever tous les doublons et après passer à la phase du contentieux. C'est pour dire que à ce jour, en fait, du moins hier, M. Chakondo n'avait pas encore le moyen de nous dire quel est le nombre précis des Togolaises et Togolais inscrits sur les listes électorales, et de même, il n'avait pas encore hier le nombre précis de bureaux de vote dans lesquels nous irons voter. Mais ce qui est évident, Roland Diatoubé Ajaka, il y a déjà 12 candidatures annoncées, déclarées, certains même investis. Mais quand je parcours cette liste-là, je ne vois pas encore de femmes. Roland. C'est un fait. C'est un fait. Et jusqu'à présent, la femme dans le milieu politique, ou bien ça manque, et j'encourage toutes les femmes qui sont engagées dans les partis politiques. C'est l'occasion aussi de s'affirmer, parce que nous avons besoin des femmes, nous avons besoin de ce leadership où les femmes, un jour on voit une femme présidente de la République togolaise, ce sera très très beau. Comme en Éthiopie, comme on en a connu au Libéria, et comme nous avons la chancelière allemande Angela Merkel, voilà. Pourquoi pas le Togo? Oui, pourquoi pas le Togo? Ça va arriver. C'est un défi, c'est un challenge pour la gente féminine togolaise, mais le milieu politique, quoi qu'on dise, ça aussi a besoin de la femme. Et bien en attendant, les femmes, les hommes se battent. Oui, Marc? Je n'ai encore vu aucune femme dans le micro. Oui, pas encore. Pour le moment, non. Dans le pléthore des candidats. Oui. C'est ce que nous disons. Oui, alors, ça reste maintenant une bataille masculine. Alors, encore une fois, il y a ceux qui se sont annoncés, déclarés eux-mêmes. Il y a également ceux qui ont été investis par leur formation politique. Mais il y a il n'est pas, lui-même ne dit encore rien, mais beaucoup de personnes parlent pour lui en son nom, au point que ça devient à la limite un harcèlement, pour ne pas dire une pression. C'est Faure Gnassingbé sera ou sera pas candidat. Avant-hier, c'est la nouvelle jeunesse du soutien au président Faure du député Noël de Pouken, qui au terme d'une journée de réflexion implorait Faure Gnassingbé qu'il accepte d'être candidat d'UNI. Je vous fais l'économie de toutes ces personnes ou associations qui mettent la pression et qui vont sur Faure Gnassingbé, encore que, au point que je reviens à ce titre de Togo Matin qui se demandait il y a quelques semaines si Faure Gnassingbé a encore le choix de ne pas accepter tous ces appels-là qui lui sont adressés. Aujourd'hui,
c'est le confrère Courrier de la République qui écrit que le candidat, entre guillemets, naturel de Unir se fait désirer. Mais le confrère Unir, il voit un dangereux glissement vers le culte de la personnalité. Thierry Afankoué, dans ce jeu-là, est-ce que vous voyez déjà quelque chose qui ressemble à une forme de culte de la personnalité autour de Faure Gnassingbé? Oui, tout à fait. Bien avant ce à quoi nous assistons aujourd'hui, au temps de Feu Gnassingbé et Adéman, c'est quelque chose qui se faisait comme ça. Hein, jusqu'à ce que il n'accepte finalement de porter les couleurs du rassemblement du peuple togolais. C'est une façon pour les différents soutiens du président de se manifester, de se manifester. Vous savez, quand vous soutenez le parti au pouvoir, il y a toujours des ristournes. Donc chacun cherche une place sous le soleil. Ça a été toujours comme ça et ils sont dans leur rôle. Mais le danger. Si ce que vous dites là est vrai, ça veut dire que Faure Gnassingbé devient plutôt la victime de ses courtisans. Qui vous dit que lui-même il n'est pas derrière tout ce qui se passe? C'est une sorte de campagne aussi pour lui. Puisque, quand vous suivez un peu, c'est pas seulement à Lomé où ça se déroule. L'autre fois, je crois, c'était à Kpalimé, donc c'est un peu partout sur... Même actuellement, il y a une marche à l'ancienne qui se prépare dans la région des Centrales pour demain. Donc vous voyez, c'est une sorte de campagne pour Faure Gnassingbé. Et si c'est qu'il n'adhérait pas à la chose, on aurait pu arrêter ça depuis. Eh bien, Olivier Adja... toute proportion gardée, je ne sais pas si vous avez vécu ça en live, mais je me rappelle, nous étions à l'école primaire où un jour on nous a rassemblés dans la cour de l'école et puis un kidam qui a entonné une chanson. Alors, est-ce que c'est cette scène-là qui revient sous une autre variante? Non, est-ce que c'est un peu cette scène-là? Je ne saurais le dire, mais si c'est cette scène, ça se joue seulement qu'au niveau d'un parti politique. Oui. Au moment de Yadema, c'est pratiquement toute une nation. Hein. Et c'est de Lomé à Saint-Cassé. Oui. Et ici, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est de Lomé à Saint-Cassé. Oui, mais je dis que ça se passe au sein d'une formation politique. Oui. Ce n'est pas au niveau il y a des informations sur lesquelles bientôt des Togolais, enfin censés être de tous les bords, vont également descendre. De toutes les façons, ça se passe au sein de Unir. Et ça a commencé depuis la diaspora. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Moi je suis étonné que Faure Gnassingbé aujourd'hui fasse la Sainte Nitouche. C'est-à-dire ça me donne l'impression d'une demoiselle que tout le monde connaît, qui se fait désirer. Non, bon, qui a l'habitude de donner. Mais actuellement, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle ne veut pas donner. Et les gens se posent des questions. Non, il y a aussi un fait que moi je voulais relever. Vous savez, à moins d'être hypocrite, quand vous suivez l'actualité, quand vous analysez un peu les discours de Faure Gnassingbé, quand vous suivez même ce qu'il a dit récemment à Dakar, quand vous analysez un peu son parcours, ses actes, on ne peut pas se leurrer. On sait déjà que Faure Gnassingbé sera candidat maintenant à cette cantate et qu'un certain nombre de personnes sont en train d'organiser. Je dis simplement que c'est vrai, nous sommes dans une démocratie, chacun a le droit de s'exprimer, de dire qui on veut, mais il ne faudrait pas qu'on en arrive à ce culte de la personnalité que plusieurs fois Faure Gnassingbé lui-même a décrié, a refusé. On a l'impression aujourd'hui qu'on est dans une scène où des courtisans chantent à qui veut qu'ils veulent que Faure, alors que c'est le même Faure Gnassingbé qui a plusieurs fois devant ses militants en privé, en public, a dit qu'il refusait systématiquement cette courtisanerie-là qui est en train de s'organiser autour. N'oubliez pas qu'aucun roi de la terre n'a jamais refusé des louanges. Mais il ne faut pas oublier aussi que aujourd'hui, on vient de convoquer le corps électoral. UNI n'a finalement pas encore organisé cette fameuse convention au congrès censé porter, ou en tout cas censé mettre Faure Gnassingbé devant, et que
avoir les jeunes, de unir tous ceux qui se font. On a l'impression que c'est une stratégie calée par l'exécutif du parti. Merci. Il est 12h. Nous allons ouvrir l'antenne bientôt aux confrères, plutôt aux invités, et il ne devrait pas manquer de sujets. On a parlé de la mort de ce confrère de doyen qu'on enterre le week-end. On a parlé de notre ces confrère morts qui est décédé, oui. Dont nous avons l'information ce matin, c'est Louis Baramna. Ah, paix à son âme. On a parlé de l'environnement, du train de la honte. On a parlé également de la visite de Cyril Ramaphosa et chez nous. On a parlé de Lomé Conteneur Terminal et des sociétés d'État, des sociétés qui ne font pas des conditions idoines à leurs travailleurs. Et puis on a fini avec les décisions du Conseil des ministres hier qui nous dirigent tout droit vers l'élection du président de la République en 2020. On a également parlé de cet article de Harakiri qui laisse entendre qu'il n'y a plus de jeunes filles à Lomé. Et nous avons une réaction. Quelqu'un dit qu'Olivier a totalement raison parce que une jeune fille, une fillette de 13 ans vient d'accoucher dans son quartier. Eh bien, l'un ou l'autre de ces sujets devrait vous intéresser juste après cette plage commerciale. Eh bien, j'ai à mes côtés ici Roland Gatoubé Azaka, la grande dame ODD, Olivier Adja, qui nous trouve de jeunes filles à Lomé, Thierry Afanouko et Marc Abouflan. Et les lignes vous sont ouvertes. Vous devez avoir une préoccupation à partager avec nous. Le premier déjà en ligne. Bonjour. Alors, je vous entends de très loin. Bonjour. Bonjour, c'est monsieur Olivier. Olivier. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Ok, c'est monsieur Olivier. Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances. Oui, mes condoléances à la corporation. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ok. Et une autre question dont vous n'avez pas débattu. Ça fait un moment, je remarque qu'il y a certains de vos confrères qui sont absents sur le plateau. Comme Dominique Alizou, Ferdinand Haïté et ensuite Dimanche Dikodo. J'aimerais savoir pourquoi ils ne participent plus au CROP de la presse. C'est leur programme qui ne leur permet plus d'être là. C'est un sujet, une préoccupation que les auditeurs nous ont souvent exprimée. Nous avons répondu. Vous savez, j'invite les confrères et celui qui est disponible, qui veut, vient. J'avoue qu'il y a des jours, je n'ai que l'embarras du choix. Mais je vais repartir vers ses confrères et je serai le premier heureux à les retrouver ici au studio. Vous avez une autre préoccupation? Eh bien, au suivant déjà, bonjour. Allô, c'est... Oh, maintenant, c'est abonné, il est parti. Allô, le deuxième déjà intervenant, Ali. Comment dit? Bonjour. Bonjour, le plateau. Oui. Bon, je voudrais intervenir sur les propos d'un de vos collègues qui disait que le corps électoral est convoqué, mais le gouvernement n'a pas donné la date du deuxième tour. Il disait que non, ça ne peut pas se faire. Oh, c'est faux. Dans les autres pays, il y a deuxième tour. Quand ils annoncent la date du premier tour, automatiquement, ils donnent en même temps si il y a deuxième tour à telle date. Donc, à mon avis, tout a été déjà programmé qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Oui, mais ce que vous dites là, est-ce que vous appuyez sur un article de la Constitution ou bien du Code électoral? Mais pourquoi ne pas le faire s'il vous plaît, ce qui se fait ailleurs, d'accord, mais est-ce que vous appuyez votre affirmation sur un article du Code électoral, par exemple, ou bien de la Constitution? S'il n'y en a pas dans le Code électoral, il faudrait qu'il le mette. C'est pas bien. Merci. Nous savons quand même que l'élection présidentielle est à 2 tours, mais à condition qu'un candidat ne l'emporte pas déjà au premier tour. En attendant le prochain intervenant, Marc Abouflan. Je pense qu'il y a un délai dans les tests, c'est 2 semaines après le premier tour. 2 semaines après le premier tour que le second tour est organisé. Donc, dès qu'on donne la date du premier tour, si deuxième tour il y a, ça doit se faire 2 semaines après. Merci beaucoup. Le suivant déjà, c'est abonné? Oui, bonjour à vous.
Courage à tout le plateau pour les amis perdus. Merci beaucoup, c'est oui, gentil. Deux préoccupations. La première, c'est de poser la question à savoir si toutes les pressions sont des pressions sincères, ou bien ce sont des pressions pour pouvoir manger, ou bien des pressions pour ne pas perdre un privilège, ou bien des pressions pour ne pas perdre un poste. C'est ça la première préoccupation. La deuxième, hier vous aviez parlé du corps électoral et vous avez invité un membre de la CENI. Et moi j'ai pu comprendre tout ce qu'il a pu développer que au fichier électoral qui a servi aux législatives, on avait déjà un fichier contesté et le pouvoir s'est amélioré pour avoir un fichier qui était à 3 200 000 d'électeurs. Donc pour ne pas dépasser, vous avez bien suivi le ministre hier, il disait qu'ils ont fait des simulations et qu'ils attendent à 300 000 personnes ou bien 500 000 au plus qui doivent s'ajouter. Donc là, vous comprenez déjà qu'on va passer par des caprices de la CENI pour ne pas atteindre ou bien être encore une curiosité où on a 7 millions d'habitants avec 6 millions d'électeurs. C'est comme ça, moi, j'ai compris la chose. Si ils ont dit ils ont des grandes oreilles, c'est comme ça, moi, j'ai compris. Merci. Vous avez le droit de comprendre comme ça, mais il ne serait pas bien que vous déformiez les propos de mes confrères et invités. Le ministre Kondo a dit des choses hier. J'aurais aimé qu'il fût là pour vous répondre vous-même si ces propos n'ont pas été déformés ou pas. Mais attendons que la CENI finisse son travail d'assainissement et nous communique le fichier. Et puis surtout, il y aura une phase de contentieux. Quelqu'un qui n'aurait pas retrouvé son nom dans la liste que la CENI aura annoncée pourra toujours se faire rétablir dans ses droits. Le suivant, bonjour. Oui, le suivant, bah, monsieur Sass, bonjour. Bonjour à vous. Et mes condoléances. Merci, c'est gentil. Oui, le journaliste, est-ce qu'il a affiné un peu pour savoir qu'est-ce qui est la cause de ces jeunes filles qui sont devenues vraiment des mamans? Oui, l'article lisez Arakiri paru aujourd'hui et tout est dans l'article. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, Olivier Adja, je pense que vous avez fait vos enquêtes avant de dire qu'il y a plus de jeunes filles à Lomé. Absolument. C'est-à-dire, vous voyez, vous rencontrez une jeune fille, même de 15 ans, vous lui demandez si elle a un enfant, elle vous dit oui. Et plusieurs sont comme ça. C'est un fait de société. Et il y a eu des enquêtes donc sur les raisons et les causes de ces faits-là. Et on va revenir sur ces raisons. Merci, mais c'est une évidence. Même quand vous allez dans nos villages, il est rare maintenant de trouver une jeune fille de 18-20 ans qui ne soit pas encore maman. Beaucoup de raisons sociales, pour ne pas dire économiques. Aziz en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Je vous appelle David Gomé. Ah oui, bonjour David Gomé. Oui, je voudrais parler des gens qui sont arrêtés, on a montré à la presse là. Oui. Pourquoi les gens qui ont attaqué en 2007 à 2007 à Déhuy. Oui. Les gens qui ont pris le coup pour couper les gens, les bras, les dos, tout ça là, pourquoi on n'a pas arrêté les gens là? Merci. Je ne sais pas si quelqu'un est autorisé à parler au nom de la police, mais Marc Aboflan, là, c'est les 18 personnes qui ont été exposées ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête consécutive aux événements du 23 novembre dernier. Pourquoi la police n'est pas remontée aux événements antérieurs? Oui, bien évidemment, c'est une question, je pense, qui est normale, que beaucoup de Togolais se posent. Nous avons les braquages en pleine ville, nous avons plein d'événements sur lesquels la police a lancé des enquêtes. Nous espérons juste qu'une fois qu'il y a eu de la célérité dans une enquête, cette célérité va se poursuivre pour que toutes les enquêtes qui sont en cours au niveau de la police, de la gendarmerie nationale, très très prochainement connaissent un dénouement. Merci. L'auditeur suivant, il est déjà en ligne. Bonjour. L'auditeur, comme me signale en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Baba. Baba. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Oui, au fait, moi aussi, je voulais participer à votre émission. Vous êtes en direct. Quoi? Allô, Baba? Oui, il y a deux questions. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, pour le DG de la police et le DG de Soutoupla. Chaque fin d'année, on fait les rabais pour les voitures, déjà les voitures au port. Je vais demander combien de temps
on peut faire pour avoir une plaque sur les voitures? Qui peut lui répondre? Thierry Afankwe? Bon, je ne connais pas le délai exact, mais ce que je sais, une fois que le véhicule est dédouané ou sorti du port, si vous êtes en règle, vous entamez en même temps le processus d'immatriculation de votre engin, et je crois par 2 fois, votre véhicule devrait passer au niveau de Sotopla et la plaque vous est, ou le numéro, l'immatriculation vous est attribuée. Mais leur travail est très pénible ces derniers temps parce que l'État a récupéré le travail et je vous assure que parfois vous passez des semaines avant de dédouaner votre voiture alors que vous êtes vous avez tous avant d'immatriculer plutôt, vous avez tous les documents possibles. Donc il faut quand même améliorer aussi ce niveau-là. C'est vrai que depuis le cumul de Sotopla par le directeur général des transports routiers, il y a beaucoup de choses. La célérité qui était une marque de fabrique de Sotopla a disparu. Il faudrait que la ministre des Infrastructures revoie rapidement cette concession-là pour que ce soit attribué, parce que les employés aussi qui sont dans ce service-là depuis la prise en charge par le directeur des transports routiers ne trouvent pas vraiment leur compte. Merci. L'ami Chrétien en ligne, bonjour. Oui, bonjour Sas. Oui, c'est bien Chrétien? Je dis Christian. Christian. Eh bien. Oui, Christian appelle d'Amanda Rome. Amanda Rome, oui, nous vous écoutons. Oui, ça, j'ai constaté un truc que j'ai voulu partager avec vous. De préférence, les sujets qu'on a débattus aujourd'hui. Oui, c'est par rapport, la dernière fois, vous avez parlé, j'ai tenté plusieurs fois de rentrer en ligne, mais enfin, c'est par rapport aux événements du 23. Vous allez remarquer que il y a certains Togolais que la société civile considère, ou bien les droits de l'homme considèrent comme Togolais, et d'autres on ne considère pas comme Togolais. Vous allez remarquer que même si c'est les soldats qu'on a tapés et l'autre est mort, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas informé. Ces gens-là, je suis sûr qu'ils ne sont pas Togolais par rapport aux hommes de droits de l'homme et la société civile. Parce qu'il n'y a pas de condamnation. Même si les gens pensent que c'est le régime qui a fait des montages qu'on a fait. Est-ce que ces gens-là, la société civile ou bien les droits de l'homme, ne peuvent pas condamner ça? C'est des Togolais. Mais si ça concerne l'opposition ou bien des gens, la société civile, les droits de l'homme sur les antennes, ils font des émissions, ils condamnent. Mais ces gens-là, ces soldats, donc ils ne sont pas Togolais. Vous voyez ce qui se passe. Prenez comme les gens de la société civile, vous les voyez comme c'est des gens qui font de leur travail ou bien qu'ils crient sur les échelles. Ces Togolais-là, est-ce qu'on a condamné ça? Merci Christian. Togolais, on les a condamnés. Nous avons écouté. Vous avez une deuxième proposition, une deuxième préoccupation? Non, ma deuxième préoccupation, c'est pas une préoccupation, mais c'est juste pour vous féliciter. Merci. Eh bien, Roland Dazaka, il a quand même posé un problème. La dernière fois, suite aux événements du 23 novembre, pardon, il y a un gendarme qui a succombé à ses blessures et l'ami relève qu'il n'a pas entendu de défenseurs des droits de l'homme qui ont condamné ces événements qui ont causé la mort de ce gendarme. C'est une belle remarque et je crois qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous devons aussi saisir ces cas et en parler. Peut-être que les défenseurs des droits de l'homme, bien les organisations, ils font leur propre enquête avant de sortir un rapport, peut-être. Donc, on va attendre les choses. Mais il faut quand même relever que la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a sorti un communiqué pour déplorer les événements et souhaiter que les enquêtes nous fixent. On va y revenir, mais l'ami Georges en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Bonjour au plateau. Oui, et nous écoutons. D'accord. Je viens de rattraper l'émission En Marche. Et là, j'ai vécu un fait hier qui me plaît bien de vous relater. Parce que la dernière fois sur vos ondes, au cours du code de la presse, les gens parlaient de l'immatriculation et puis l'identification des trucs là, des policiers. Ce que j'ai remarqué hier, c'est que tous les policiers qui sont à la frontière n'ont aucun identifiant. À quelle frontière? À Flao. À Flao, à Kodovia-Kopé. Kodovia-Kopé, oui. C'est ce que j'ai remarqué hier.
Le reste des incidents, je ne veux pas en parler du côté togolais. Je pense qu'après, par les voies les plus recommandées, je ferai les démarches. Merci. Mais je tenais à vous les informer parce que la dernière fois, c'est dit sur votre plateau que tous les policiers actuellement ont leur identifiant. Et je trouve que là, ça n'a pas marché. Merci. Les réseaux de la sécurité aviseront en conséquence. Mais en attendant, le prochain auditeur, Olivier Adja, ce que l'ami Christiane relevait, est-ce que les défenseurs des droits de l'homme pratiqueraient la politique de 2 poids 2 mesures et réagiraient promptement selon que la victime est des corps habillés ou bien du monde civil? Non, ça peut être un sentiment ressenti. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Ça, c'est autre chose. La procédure qui amène les défenseurs des droits de l'homme à réagir dans ces cas, est-ce que cette procédure est épuisée? Je ne sais pas. Et encore que c'est un corps habillé, il représentait l'État. L'État a réagi abondamment. Donc, je crois qu'un peu de patience, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, les défenseurs des droits de l'homme vont réagir et ça va changer ou ajouter quoi en fait? L'État a déjà assez communiqué, a déjà assez défendu la famille et les victimes que nous aussi, donc nous déplorons. Merci. En attendant un prochain auditeur, Thierry Afan, oui, sur le cas rapidement. Du fait que les défenseurs, les organisations de la société civile ne se prononcent pas souvent quand c'est des militaires qui se retrouvent dans ces situations, c'est que les faits tels que présentés, les gens doutent en réalité. Donc, comme Yolande l'a dit, il faudrait que ces organisations-là puissent mener leurs propres enquêtes pour situer. Merci. On m'annonce un autre Georges en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Comment allez-vous? Ça va. Oui, le gouvernement nous a habitués à la nécessité de douter de la nécessité de douter. Donc, on doute même des doutes. C'est pourquoi c'est comme ça, que l'auditeur comprenne. C'est juste pour saluer la décision du gouvernement d'avoir alloué 500 millions là. Vivement que les clowns vont sortir. C'est tout ce que je veux dire. Et bon week-end à tout le monde. Merci. Bon week-end à vous aussi, cher ami Georges. Eh bien, oui, Marc Aboflan, nous allons faire un petit tour. Vous savez, depuis que la police a fait cette sortie pour présenter le corps du délit la dernière fois, on a constaté qu'il y a quand même beaucoup de Togolais qui disent ouvertement que c'est un montage et que la police nationale serait en train de mentir. Alors, le constat, c'est qu'il y a véritablement une crise de confiance aujourd'hui entre la population et nos corps habillés et entre les responsables. Parce que je trouve ça assez inquiétant quand même que le directeur général de la police, le ministre de la Sécurité monte au créneau pour donner une information qui va même de la sécurité des citoyens et que beaucoup doutent. Et il est urgent aujourd'hui que la police nationale et le gouvernement prennent des mesures pour restaurer cette confiance-là qui a disparu entre forces de sécurité et population civile. Et ça, vous le savez si bien qu'il y a un cas Loum. On a vu dans les mêmes circonstances, on a arrêté des jeunes, présentés cette fois-ci du côté de la gendarmerie, et ils ont été embastillés. Quelques années après, le présumé cerveau de cette forfaiture-là, l'incendie des marchés, des grands marchés de Lomé et de Kara, revient à la charge et nie en bloc ses premières déclarations. Et ça n'a pas fait réagir le procureur de la République. En principe, je ne suis pas, comment on dit ça, je ne connais rien du droit, mais je me dis que c'est un élément nouveau qui devrait faire réagir le procureur de la République, ni les autorités même. Personne ne s'est branché sur sa sortie. Donc il y a de quoi douter. Il y a des doutes qui doivent être mesurés. C'est-à-dire, on ne peut pas douter d'une évidence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le doute peut concerner certainement l'implication de certaines personnes ou de ceux qui ont été arrêtés. Mais on sait
bien qu'il y a eu un groupe WhatsApp qui s'appelle des Tigres de la Révolution. Ça, c'est un fait sur lequel on n'a pas besoin de le prouver parce que ça a existé. On a écouté des audios de personnes qui ont dit qu'ils avaient l'intention de commettre une opération. Ça aussi, ça c'est un fait qui existe. Maintenant, est-ce que c'est un scénario monté? On peut douter du scénario, on peut douter d'un certain élément, mais on ne peut pas douter, de l'implication de certains. Mais on ne peut pas douter de ce que nous avons comme corps ou bien élément, c'est-à-dire la création d'un groupe. Ceux-là, les gens se sont plaints qu'ils ont été ajoutés à des groupes. Quand vous êtes ajouté à des groupes et vous voyez que ce sont des groupes dangereux, retirez-vous. Parce que ça aussi, c'est le problème de l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Certainement que parmi eux, il y a des gens qui étaient là seulement pour lire ou pour rire. Mais aujourd'hui, ils sont embarqués dans cette affaire-là. Merci. Ce problème de doute, de crise de confiance entre le sommet et la base, entre la population et les autorités, surtout en cette période cruciale électorale, le chef de l'État doit en être conscient. Parce que je vous lis ici un extrait du communiqué du Conseil des ministres. À l'issue des échanges et des délibérations relatives aux questions électorales, le président de la République a donné des instructions au gouvernement de maintenir l'esprit d'ouverture et d'écoute avec l'ensemble des acteurs politiques et la société civile, avec le souci primordial d'assurer le déroulement serein et pacifique du processus électoral et de garantir par des mesures concrètes et pratiques la tenue d'un scrutin présidentiel libre, équitable, transparent et crédible. Eh bien, Roland, prions ou bien espérons que les ministres mettront en œuvre cette exhortation du chef de l'État hier. Oui, évidemment. Nous attirons et nous les interpellons parce que ce sont des engagements. Et nous espérons qu'ils vont les mettre en œuvre. C'est la seule chose que nous pouvons dire en attendant de voir si effectivement ils vont les mettre en œuvre parce que nous avons nos yeux, nous avons nos bouches. On va en parler. Et vous enchaînez avec votre carton de fin d'émission, Roland? Le carton est vert et je l'adresse au chef de l'État. Il a fait quoi pour mériter ça? Pour son coup de gueule que j'ai aimé cette semaine. Le coup de gueule à Dakar. Merci beaucoup, Olivier Adja. Oh, le carton est toujours vert comme d'habitude. Et ça va porter sur l'organisation de la foire. Et il faut féliciter M. Kweku Banka qui, depuis des années, mène cette foire d'une main de maître et qui toujours est une réussite. Et pour ça, carton vert. Je crois que carton vert. Merci. Thierry Avankoué. Pas de carton. Vous passez. Marc Aboflan. Moi, je voudrais présenter mes condoléances à toute la famille de la presse, mais surtout à à toute la famille de la presse, mais surtout à la famille de notre confrère Louis. Louis qui, en tout cas avec qui moi j'ai travaillé beaucoup, on a parcouru une bonne partie du pays ensemble à la recherche de l'information. Et je voudrais peut-être terminer sur cette citation: qu'à voir ce que l'on fut et à voir ce que l'on laisse, seul le silence est grand. Merci. Alfred Vigny, La mort du loup. Merci. Nous avons commencé cette émission avec un deuil. Et nous la terminons avec un carton rose que nous adressons à notre confrère Joachim Loco. Eh bien, il s'est marié à l'état civil la semaine dernière. Demain, il se présente devant Dieu. Joachim Loco qui fera encore une jeune fille de moins de la société. Et puis, pour ouvrir sur le week-end, ceux qui sont à Lomé, ce soir, vous pouvez aller à l'Institut français du Togo pour écouter Germaine Sikota, qui est une danseuse. La danse à Dido ou l'arbre à l'envers. Germaine Sikota que vous irez voir à l'Institut français de Lomé ce soir. Ou bien si vous êtes à Lomé demain, samedi et dimanche, eh bien vous pouvez vous engouffrer dans les portes ouvertes du palais de Lomé. Le palais de Lomé qui ouvre ses portes samedi 7 et dimanche 8 pour découvrir grandeur nature le nouveau palais de Lomé. Oui, Roland. Spécial coucou
À une personne très spéciale depuis la FAO qui nous suit actuellement. C'est un gars, c'est un homme ou... C'est un homme. Oui, le contraire m'aurait surpris. Eh bien, bon week-end. Et peut-être que cet homme que Roland de Gatoubé salue va encore faire une jeune fille de moins. Pourquoi pas ici à Lomé. Bon week-end et on se retrouve le lundi prochain à 11h.